Bonsoir et bienvenue sur Direct Lecteur, table 700. J'espère que vous allez tous très bien depuis la semaine dernière. Alors ce soir, c'est une édition spéciale avec tous citoyens responsables sur la thématique « Est-ce qu'une réelle mobilisation des Françaises et des Français est possible pour un avenir meilleur ?» Donc, avant de céder la parole à notre animateur et à notre intervenant, je vous fais un petit rappel sur ce que je vous ai dit la semaine dernière, que nous risquons de prendre une petite pause afin d'œuvrer pour la programmation de septembre. Donc, nous serons pris par ce petit temps de travail, mais nous risquons aussi également d'ouvrir le studio en fait en juillet, afin de suivre des dossiers que nous avons déjà traités. Donc, restez bien informés. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site internet table700.fr dans la newsletter. Sur ce, nous allons accueillir donc Sylvain, notre animateur de ce soir. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu? Hello, bonsoir tout le monde. Salut Frangine. Salut Marie-Noël. Ouais, comment ça va tout le monde? Eh bien, ça va très bien. T'es tout beau, tout frais là. T'es en pleine forme. Donc, nous allons accueillir Jean-François Harel avec tous citoyens responsables. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jean-François. À toi. Bon, ben, je vais vous laisser passer cette petite soirée ensemble. Je vous rejoins à la fin de l'émission. Belle écoute. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Jean-François. Bonsoir tout le monde encore. Voilà, bienvenue sur le studio du Direct des Vérités de Table 700. Comment tu vas? Très bien, tout va bien, en pleine forme. Bien. L'actualité est motivante. Super. Donc, sans plus attendre, en fait, j'ai une première petit peu le débat. Alors, quel est ton diagnostic sur la situation que nous vivons actuellement? Alors, le diagnostic, nous sommes face à une société qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que tout le lien qui était mis en place depuis des dizaines et des dizaines d'années, devant nous, c'est évident, il n'y a plus aucune cohérence et seule l'absurdité, le mensonge, la manipulation et la peur est notre quotidien que nous devons affronter. Alors, par rapport à l'absurdité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans de nombreux dossiers, la victime devient le bourreau et le bourreau devient la victime. Et tout s'est inversé, quelle que soit la situation. Alors, pour citer quelques exemples, vous avez un jeune homme qui a 20 ans, a passé son permis de conduire et a envie de s'acheter une petite 125. Il va dans un distributeur d'une très grande marque et il achète une 125 d'occasion. Et après quelques mois d'utilisation, il est contrôlé par la police dans l'Île-de-France qui a, je crois, 2 camions pour contrôler la qualité de la pollution de son pot d'échappement. Donc, ils font un contrôle et ils lui demandent mais vous avez fait une modification ou autre? Il dit non, je l'ai acheté comme ça. Il dit elle est hors norme et ils lui mettent un PV. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une marque a le droit de vendre une moto qui n'est pas conforme à la loi et c'est l'utilisateur qui paye le procès verbal parce qu'elle n'est pas conforme. Autre exemple, vous avez une démarche d'appel d'offres pour un marché de 350 millions d'euros pour aménager 90 hectares pendant 15 ans et l'appel d'offres est lancé. Je vous raccourcis toutes les étapes et en fait, à partir d'un certain montant, le délai minimum pour répondre est de 5 semaines. Eh bien, apparemment, l'administration n'a pas trouvé suspect qu'un appel d'offres d'une ramette de 500 pages pour apporter une réponse à cet appel d'offres et ce cahier des charges pour aménager donc pendant 15 ans 90 hectares pour 350 millions d'euros a répondu en 5 semaines plus 2 jours. Donc, ce sont des absurdités qui font qu'aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe parce que tout le système s'est inversé et quand on fait quelque chose de mal, eh bien, on paye tout de suite l'addition, mais quand tous ceux qui sont dans le système font quelque chose de mal, c'est pas grave.
on avance et on oublie, et la loi est respectée, c'est 5 semaines et 2 jours, c'est pas grave. Il n'y a rien de louche dans ce genre d'attitude. Donc nous avons beaucoup de dossiers, nous avons beaucoup d'éléments. Ça va du traitement des enfants, ça va des dérives, on va dire, pour être gentil, de la justice. On va vous donner un autre exemple. Vous avez en campagne électorale quelqu'un qui renvoie, un candidat avec sa liste, qui renvoie donc ses comptes de campagne, et avec l'ignorance qu'il avait sur une particularité, tous les dons qui ont été donnés par ces colistiers ont été mis dans la colonne dons. Et la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et de financement des partis politiques lui répond en disant on valide les comptes, mais là, tout cela, non, ce sont bien des dons, ce n'est pas un financement, vous ne pourrez pas les rembourser. Donc c'est la Commission qui décide, parce que les financements apportés par des colistiers, si c'est fait avant le dépôt de la liste en préfecture et validé, c'est un don, ce n'est pas un financement. Ce n'est un financement que si l'apport financier est fait après le dépôt de liste. Eh bien, des colistiers ont porté plainte auprès d'un tribunal de proximité, et la personne a été condamnée par un juge à rembourser un don. Rien que la formule déjà est juste inacceptable. Alors d'un côté, la loi est bien faite, puisque en tribunal de proximité, quand le conflit est inférieur ou égal à 4 000 €, vous n'avez pas le droit de faire appel. Comme ça évite d'avoir des personnes qui sont capables de dépenser 5 000 € pour avoir un avocat, pour aller en appel, pour ne pas payer ou faire durer le paiement. Sauf que ça s'inverse. C'est-à-dire que comme vous ne pouvez pas faire appel, eh bien c'est plus rentable d'accepter de se faire escroquer avec la complicité d'un juge sur quelque chose que vous n'avez pas à rembourser, puisque la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne a dit non, c'est un don. Donc, ce sont des petits détails, des anecdotes, mais dès qu'on fouille un peu, on s'aperçoit que c'est comme ça partout, tout le temps. Vous avez reçu Carrie Bouman qui a expliqué la même chose d'une manière absolument irréfutable dans le cadre des tribunaux de commerce, et ça se passe partout. Il y a plein de dossiers. Une jeune collaboratrice d'un juge président d'un tribunal a refusé de signer un faux document. Eh bien, elle a démissionné, elle a été convoquée par les gendarmes et elle a été tabassée. Et aujourd'hui, elle passe en justice parce que c'est elle qui est accusée d'avoir agressé physiquement les gendarmes. C'est d'une absurdité, mais sans fin. Et on ne parle pas de la pandémie, on ne parle pas des détournements de fonds, on ne parle pas de tout ça. Et aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes est totalement corrompue par la notion d'argent, qui est en fait aujourd'hui, les êtres humains sont au service de l'argent, alors que ça devrait être le contraire. Alors, est-ce que tu pourrais au moins dans ce cas-là te présenter concrètement par rapport à ce que tu es, ce que vous faites? Avant que je vous pose cette question, peux-tu te présenter à tous, s'il te plaît? Alors, très rapidement, parce que ça fait 43 ans que je suis en activité. Je commençais à travailler à 17 ans, j'étais cordeur de raquettes de tennis, puis ensuite j'ai fait mon service militaire à 18 ans, et puis commando para de l'armée de l'air, parce que j'ai pas pu être prof. Et ensuite, j'ai de nouveau travaillé dans un magasin. Après, j'ai été prof de tennis. Après, j'ai joué en première division de championnat de France. J'ai été arbitre à Monaco. Et puis, pour aller plus vite, j'ai vendu du matériel de sport. J'ai été directeur marketing, commercial, communication de la filiale de Converse en France. Ensuite, j'ai été un petit peu dans le commerce de saphir et de rubis. Je suis allé au Myanmar. Je suis allé au Sri Lanka. Ensuite, je suis revenu pour travailler et être distributeur de machines dans le domaine du code barre à l'époque. Ensuite, je suis reparti dans le domaine des pierres précieuses et j'ai été dans un groupe qui exploitait une mine de rubis en Tanzanie. On a exposé aux États-Unis, on a exposé à Bâle en Suisse. Et puis, j'ai fait plein d'autres choses dans différents domaines et notamment, une de mes dernières activités, ça a été courtier en téléphonie. Et puis ensuite, ça s'est arrêté parce que tous les prix se sont effondrés. Et aujourd'hui, je suis consultant pour des jeunes entreprises qui ont des beaux produits et qui ont besoin un peu d'expérience autour d'eux pour se développer dans plein de domaines. Et j'ai été au CES de Las Vegas en 2018 et 2019 avec un exposant, Air Pur, qui fait des masques pour les motos.
Et pendant tout ce temps-là, j'ai eu d'autres expériences, notamment dans le domaine de la politique, puisque j'ai été candidat à conseil municipal dans la commune de Villejuif, 60 000 habitants, 43 conseillers municipaux, puis ensuite 45. J'ai fait 5 campagnes municipales, dont 4 en tête de liste. Et en 2008, j'ai été même président de l'opposition à la ville et à l'agglo. Et j'ai participé aux commissions d'appel d'offres, ville, agglo. J'étais membre du conseil d'administration de l'office d'HLM. Et puis, donc j'ai appris de l'intérieur tous les fonctionnements et les dysfonctionnements. Et on va dire la routine qui en fait était une énorme pièce de théâtre où c'est le maire qui décide avec quelques personnes autour de lui et le reste c'est juste une énorme mascarade par rapport au réel pouvoir qu'ont les citoyens quand ils ont des élus qui siègent au conseil municipal ou au conseil d'agglomération. Et c'est pour ça que le système s'effondre, parce qu'on le voit bien avec le taux d'abstention que nous avons eu au régional et au cantonal. Et en même temps, au milieu de tout ça, j'ai été membre d'une association humanitaire. Je suis rentré au conseil d'administration, puis ensuite je suis devenu président pendant 3 ans, qui est une association humanitaire qui s'appelle L'un est l'autre, qui remplace les restos du cœur à la porte de la Villette, le jeudi soir, samedi midi, dimanche midi, pour servir entre 500 et 700 repas préparés avec des bénévoles et des tiges, travaux d'intérêt général. Donc c'est très, très instructif de participer, on va dire, au quotidien à ce qui se passe dans notre pays en termes d'organisation, que ce soit avec la police, avec les structures administratives pour les subventions, que ce soit pour gérer tout ça, avec la nourriture à récolter. Donc tout ça est très instructif pour mesurer et appréhender ce que nous vivons aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la structure que tu gères et que tu représentes ce soir, avant que je te pose la question que je voudrais te poser? Alors, la structure dont je suis le président depuis le 15 avril dernier s'appelle Tous citoyens responsables. L'objet de l'association, c'est de mettre en avant un outil ou une solution ou des moyens pour que les Français puissent contribuer directement à la gestion du pays. Aujourd'hui, nous votons pour des élus, que ce soit du conseil municipal jusqu'au canton, région et assemblée nationale. Il y a le Sénat, mais qui est élu par les élus. Et visiblement, avec notre expérience, avec notamment le référendum de 2005 pour l'Europe, les Français ont dit non à plus de 54%. Et puis en 2007, le traité de Lisbonne, l'Assemblée nationale a dit oui, vous avez dit non, mais nous, on pense que c'est mieux quand même. Donc ceux qui nous représentent ne sont pas alignés sur l'avis du peuple. Donc ça veut dire qu'il y a un grave problème. Je reviens aux abstentions d'aujourd'hui, des dernières élections qui ne font qu'augmenter. Et donc, tous citoyens responsables a comme projet de mettre en place les agoras citoyennes. Alors, tout ce que nous allons vous présenter est tout simplement, ce sont des repères. Ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre, puisque c'est nous qui décidons quel est le meilleur mode de fonctionnement. Les alors, justement, pardon? Donc justement, excuse-moi de te couper, mais au moins j'en profite pour poser la question, parce que la question qui nous vient tous à l'esprit, c'est dans ce cas-là, que proposez-vous? En fait, voilà. C'est la mise en place des agoras citoyennes. Chaque agora correspond à un siège de sénateur. Dans le 75, Paris, il y a 12 sièges de sénateurs, donc il y aura 12 agoras. Dans la Loire, 42, il y a 4 sièges de sénateurs, donc il y a 4 agoras. L'objet des agoras, c'est d'être composé on va créer d'abord par une dizaine de citoyens volontaires qui créent l'agora, et jusqu'à 45 volontaires, ils travaillent ensemble. S'il y a plus de 45 volontaires, il y a un tirage au sort pour choisir les 45 volontaires qui vont siéger pendant 1 an. Tous les autres volontaires qui ne sont pas tirés au sort peuvent très bien être dans des groupes de travail pour contribuer au travail de l'agora, on va dire, principal. Ensuite, chaque agora choisit, nomme ou tire au sort les quelques candidats qu'elle aurait pour avoir un délégué à l'agora nationale. Et le mode de fonctionnement, c'est que chaque agora
peut travailler sur un sujet, réforme d'une loi, abrogation d'une loi ou proposition d'une loi, que ce soit par rapport à un problème local, rural qu'elle a ou un problème national, et ça remonte au niveau de l'Agora nationale. L'Agora nationale sélectionne les priorités des sujets proposés et le renvoie dans toutes les agoras. Et si 80% des agoras disent pour ce sujet-là, oui, c'est important, il faut le traiter tout de suite, l'étape suivante, c'est qu'il y a une pétition qui est proposée aux Français. Et si 1% des électeurs inscrits sur les listes électorales minimum signent, c'est-à-dire aujourd'hui environ 477 000, signent la pétition, une fois que ce sera mis en place, avec bien sûr la modification de la Constitution, article 3, article 89 et article 11, soit le président de la République et l'Assemblée nationale, à la virgule près, votent la proposition des agoras, soit c'est un référendum d'initiative citoyenne. En fait, l'objet, c'est de mettre en place une structure qui permet aux Françaises et aux Français volontaires de s'impliquer directement dans les décisions sur tous les sujets qu'ils trouvent importants et de pouvoir accéder par cette méthode à une légitimité d'un référendum d'initiative citoyenne. D'accord. Alors, dans ce cas-là, que proposez-vous à partir de maintenant, en fait, là, concrètement, quelles vont être les démarches que vous allez entreprendre tout de suite? Alors, la démarche, elle est simple, c'est que les créations des agoras citoyennes sont déjà engagées, puisque vendredi 25 juin dernier, entre le premier et le deuxième tour des élections cantonales et régionales, dans la Loire, à Roche-la-Molière, nous avons créé la première agora citoyenne de la Loire et la première agora citoyenne en France. Et ensuite, il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, qui sont encore plus motivées pour, soit dans la Loire, soit dans les départements limitrophes et encore plus loin, de créer d'autres agoras et de commencer à mettre en place la structure des agoras citoyennes qui va être portée par, nous espérons, un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. Et une fois en place, eh bien déjà, elles seront structurées et il n'y aura plus qu'à mettre en œuvre les échanges avec eux. Est-ce que vous avez une personne déjà prédestinée qui pourrait se positionner pour les présidentielles ou pas encore? Alors, dans le cadre de Tous citoyens responsables, nous allons organiser à peu près fin septembre, à une semaine près, ce n'est pas encore totalement fixé, la primaire des Françaises et des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les primaires ne sont faites que par les partis politiques ou le clivage gauche-droite. Quand on sait que les partis politiques, tout parti cumulé, ne représentent qu'environ 500 000 citoyens inscrits sur les listes électorales, le problème, c'est les 47,4 2 millions de Français qui, eux, apparemment, ne sont pas concernés. Donc l'objet, c'est de dire, voilà, pour les Français et les Français, quels sont les citoyens, quel est le programme, quelles sont les propositions qui ne sont pas issues des écuries du système que sont les partis politiques aujourd'hui, une fois de plus, avec l'abstention que nous avons. Et donc cette primaire des Françaises et des Français, soutenue par le mouvement Réunion Force Vive, qui regroupe plus de 200 associations qui chacune est née sur tout le territoire français avec des motivations différentes, si ce n'est au moins une commune, c'est dire il faut arrêter le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, parce que là on voit bien qu'on fonce dans le mur et le mur est de plus en plus proche. Donc il faut qu'on arrête et qu'on prenne notre destin en main. Et donc l'objet, ça va être une primaire des Françaises et des Français, Réunion Force Vive, où des candidats, il y en a déjà au moins un, qui s'engagent dans les 100 jours, s'il est élu président de la République française, à mettre en place la modification de la Constitution, article 3, article 11, article 89, et de mettre en place les agoras citoyennes et le référendum d'initiative citoyenne. Et les Françaises et les Français, pendant 7 jours, 24 heures sur 24, pourront voter par un vote électronique hautement sécurisé, et ils pourront vérifier après leur vote que ce qu'ils ont exprimé était bien celui qui a été considéré. Et la particularité du vote va être non pas de dire lui, oui et elle, non
ou puisqu'on peut faire qu'un seul choix, comme aujourd'hui, c'est mettre qu'un seul bulletin. Là, le système électronique va permettre d'avoir des algorithmes qui vont faire que chacun va pouvoir donner son avis sur chaque candidat ou les candidats qu'il veut. Et l'avis, ça va être très bien, bien, moyen, pas bien du tout, ou blanc, s'il a envie de voter blanc, pour ce soit ça ou pour les autres. Et l'algorithme va donc sélectionner la personne ou la candidate qui aura obtenu le plus de votes positifs pour être mis en avant et sortir de cette primaire comme étant la candidate des Françaises et des Français pour se retrouver au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui, je le rappelle, comme par hasard, les dates ont été changées et au premier tour de l'élection présidentielle 2022, il y a deux régions en France qui seront en vacances et pour le deuxième tour, toute la France sera en vacances. Effectivement. Niveau communication, comment vous allez vous y prendre? Parce que je suppose qu'il faut faire en sorte que toutes les communes de notre cher pays soient, entre parenthèses, un petit peu liées aux agoras. Alors, au niveau des communes, le souci va juste être de convenir d'un moyen d'avoir une salle de réunion. Maintenant, ça peut être une salle privée si la commune ne veut pas qu'une agora soit sur son territoire, sachant que c'est plutôt sur le département. Donc après, chacun va s'arranger. Nous pensons que déjà, avec le nombreux contacts que nous avons avec des maires, il n'y a aucun problème pour envisager d'avoir des salles prêtées par la mairie, mais personne ne sortira du bois tant que ce ne sera pas mis en œuvre ou qu'on ne se rapprochera d'élections présidentielles, parce que le moindre maire qui sort de la doxa gouvernementale d'aujourd'hui est immédiatement menacé par, les services administratifs de la préfecture, puisqu'il n'a pas le droit d'avoir des idées différentes de celles qu'on lui impose aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de nous préparer avec de nombreux maires ruraux, parce que plus la commune est petite, plus c'est facile pour eux d'avoir un point de vue objectif et on va dire, de répondre favorablement, sans que ce soit public. Et nous avons un espoir absolument indestructible de pouvoir arriver à nos fins, de mettre en place les agoras citoyennes pour que les citoyennes et les citoyens volontaires puissent avoir une structure organisée pour pouvoir exprimer leur point de vue personnel dans leur libre arbitre et non pas des personnes qui arrivent avec une étiquette où si le chef dit il faut voter oui, tout le monde va voter oui sans réfléchir, mais que chacun va être responsable. Donc, d'avoir son libre arbitre pour pouvoir donner un point de vue après les discussions, bien évidemment, et de poser des questions, puisque bien évidemment, un des éléments du mode de fonctionnement des agoras, c'est que toute personne qui n'est pas d'accord a le devoir de dire non, je ne suis pas d'accord, mais à condition de répondre aux deux questions suivantes, c'est pourquoi et qu'est-ce que tu proposes d'autre, afin d'avoir une alimentation et un enrichissement du débat par rapport à peut-être que personne n'avait vu cette proposition et qu'il a bien fait de dire non parce qu'il enrichit le débat et il continue et il produit et il contribue à faire progresser et affiner la solution et la proposition de solution dans l'intérêt général des Françaises et des Français sur notre territoire. Donc, en gros, les agoras ont quand même leur mission aussi de communiquer, surtout de passer l'information. Tout à l'heure, tu as dit quand même qu'il y avait 47,4 millions de Français considérés comme non-votants. Parce qu'au final… Non, j'ai dit 47,7 millions d'électeurs inscrits et j'ai parlé de ce chiffre par rapport aux 500 000 électeurs inscrits qui sont membres d'un parti politique. Donc, ça veut dire qu'il reste 4,2 millions qui ne sont membres d'aucun parti et qui sont inscrits sur les listes électorales et qui ne donnent pas leur point de vue pour les primaires, puisque les primaires ne sont qu'entre les partis. D'accord. Donc, la communication, là, ce qui serait bien, ce serait les sensibiliser. Donc là, si j'ai envie de te poser une question du type « Que feraient les agoras pour sensibiliser ces 4 millions de personnes qui sont justement sans toi, en fait ?» Alors, l'objet, c'est qu'a priori, le site, la primaire des Françaises et des Français Réunion Force Vive devrait pouvoir être mis en ligne avant le 14 juillet ou pour le 14 juillet. Et c'est à partir de ce moment-là où il sera en ligne que nous allons commencer à communiquer à travers tous les médias libres
que ce soit la Minute de Ricardo, que ce soit Quartier Libre, que ce soit TV Liberté et bien d'autres, pardon de ne pas toutes les citer, et sur tous les réseaux sociaux pour faire la promotion de la démarche de dire exprimons-nous sur ce que nous voulons pour demain, pour notre pays, et non pas qui nous allons, avec seulement 10-15% des suffrages exprimés, envoyer au pouvoir pour gérer 100% des personnes concernées, plus ceux qui ne votent pas et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou n'ont pas le devoir de voter parce qu'ils habitent sur le territoire mais ils ne sont pas français. Ok. Donc là, on est quand même sur une campagne de sensibilisation. Que se passe-t-il pour toutes les personnes qui, justement, ne sont plus du tout intéressées? Par exemple, on sait très bien dans notre entourage, il y a continuellement des personnes qui disent à quoi ça servirait de voter, hein, si ça changeait, il y aurait longtemps que ce serait interdit. On sait de qui ça vient, ce terme ainsi là. Mais du coup, les agoras ont quand même le but ultime, c'est quand même de sensibiliser tous les Français à enfin prendre leur carte de citoyen et de dire cette fois-ci, allez, aux urnes, quoi. Alors, comment vous allez vous y prendre? Alors, les agoras, en fait, c'est un objet, au même titre qu'un outil, comme le référendum d'initiative citoyenne. La démarche va être plus globale par rapport à la primaire des Françaises et des Français, réunion force vive. Parce que là, ça veut dire qu'on va chercher tous ceux qui sont écœurés par le système. Notre cible, on va dire, on l'a appelé Jean-Luc, il est auvergnat, et a priori, quelles que soient les propositions proposées à chaque élection, il n'a pas du tout envie de voter et il n'a même pas envie d'écouter. Donc notre cible et toute la démarche, elle est orientée vers Jean-Luc pour qu'il ait envie, par ses copains qui vont lui dire « écoute, ça bouge, il se passe quelque chose », qu'il ait envie de regarder les médias sur Internet ou qu'il ait envie de se renseigner, qu'il aille voir le site et qu'en prenant connaissance de la démarche, du fond et de la forme et de l'objectif, l'objectif c'est qu'effectivement, ils se disent « ah ok, là, pour ça, comme ça, oui, je vais voter ». Et là, une fois qu'on a convaincu le dernier abstentionniste d'aller voter et le non-inscrit qui n'écoute rien nulle part de courir, aller s'inscrire avant la fin de l'année sur les listes électorales pour voter pour les présidentielles, eh bien ça ne fera que augmenter notre démarche et notre sérénité de prendre notre destin en main. Super. Alors, est-ce que vous avez une sorte, je dirais pas un slogan, quelque chose qui vous démarque un petit peu, ou est-ce qu'il y a déjà un attrait possiblement un peu plus, j'ai envie de dire, j'ose le dire même, spirituel? Nous avons remarqué que beaucoup de groupes actuellement, et c'est vraiment étonnant, de tous les groupes que nous avons pu interviewer ou écouter ou même partager dans nos échanges, que Table 700 a pu contourner, faire le tour de table, ce qui est toujours revenu, cette notion de spiritualité, de prise de souveraineté. Et c'est assez intéressant et j'aimerais avoir un petit peu ton point de vue de comment toi tu te positionnes en tant que président des Agoras. Quelle dimension avez-vous dans ce combat et cette humanité sur le plan spirituel? Alors, je ne suis pas président des Agoras, je suis président de Tous Citoyens Responsables, qui est l'association qui porte les objets, les outils que sont les agoras citoyennes et le référendum d'initiative citoyenne comme outils. Nous n'en sommes pas propriétaires et il y a plein de mouvements qui défendent la mise en place du référendum d'initiative citoyenne et il nous est paru, on va dire, cohérent de mettre en place une structure que sont les agoras pour pouvoir mettre en place une légitimité du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que si le système sera mis en place avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que même les agoras, on leur soumettra la formulation de la question. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ce soit un sondage ou un référendum, la question est formulée en fonction de la réponse souhaitée. Et c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut avoir l'avis de ceux qui vont s'exprimer, quel que soit le mode de fonctionnement, que ce soit par un vote électronique et ou par papier dans les urnes. Donc c'est toute cette approche-là qui fait que c'est des outils que nous proposons comme solution pour avoir une vraie cohérence, de ne pas voter pour des personnes qui vont à l'Assemblée nationale, et comme on l'a vu donc pour le référendum de 2005 et le traité de Lisbonne en 2007, même si on dit non, eux ils font oui. Donc ils ne nous représentent plus. Juste un clin d'œil, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a sur 577 députés, vous n'avez que Martine Vonner qui sort du bois et qui ose dire les choses.
Donc il y en a 576 autres, visiblement, ils n'ont pas de cerveau et ils n'ont pas le courage de dire qu'il y a quelques petites incohérences dans tout ce qui se passe. On ne va pas rentrer dans le détail sur le sujet, mais il y a quand même un grave problème flagrant. Donc pour répondre à votre question, le problème de fond aujourd'hui, c'est que tout le système, par le côté matériel et la peur du lendemain, a coupé toute la partie spirituelle. D'où la laïcité en France, qui a un côté très positif, c'est qu'effectivement, elle a coupé le pouvoir politique du pouvoir religieux, elle a séparé les deux. Mais le problème, c'est que ça a coupé au niveau du groupe qui est la France, le lien avec le spirituel, puisque ça devient chez soi. Vous pensez ce que vous voulez, vous croyez à ce que vous voulez, mais c'est chez vous ou alors dans les lieux de culte comme vous voulez. Et il n'y a plus de partage. Aux États-Unis, on n'aime pas, mais ils ont une phrase qui est « In God we trust ». Chaque citoyen américain sur le territoire met ce qu'il veut dans Dieu. Mais au moins, il y a un lien. Et nous, en France, on a coupé ce lien. Et aujourd'hui, le lien commun, qui était dans les villages indiens le totem, tout le monde mettait ce qu'il voulait tant qu'il n'était pas initié et qu'il n'avait pas travaillé sur lui pour mesurer tout ce qu'il y avait dans la signification du totem, mais tout le monde acceptait parce que c'était on va dire, le culte et la tradition ancestrale de tous les Amérindiens. Or aujourd'hui, il n'y a plus de lien collectif avec le spirituel dans la notion du territoire de la France. Donc effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui élèvent leur conscience, qui font un travail sur eux pour comprendre. S'il devait y avoir qu'une seule phrase dans la Bible à retenir, c'est « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers ». Et tous ceux qui ont passé le cap du matériel et du bas astral et qui ont commencé à grimper dans le haut astral, là effectivement, il y a une prise de conscience exponentielle qui est rassurante et qui fait que nous sommes chaque jour de plus en plus nombreux, qui que nous soyons, dans toutes les classes sociales, dans tous les métiers, dans toutes les administrations, à avoir un niveau de conscience qui fait que l'égrégore est en train de se mettre en œuvre pour changer les choses dans la paix et l'harmonie. Donc tous les espoirs sont permis. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Déjà, c'est une très bonne vision des choses. Je confirme, hein, nous sommes en train on va dire, de nous éveiller. Cette histoire qui s'est passée depuis le confinement, j'ai envie de dire même quelque part grâce au confinement et possiblement grâce à cette mauvaise gestion, a permis à toute cette flopée d'êtres humains français de pouvoir se connecter, de se mettre à sa recherche. Le fait de s'isoler, depuis toujours, on est toujours dans cette dynamique on va dire de se renfermer sur soi-même pour mieux s'introspecter. Et en fait, en nous ayant enfermés, ils nous ont amenés à nous introspecter, ce qui nous a amené à nous élever un peu plus. Du coup, la dimension de discussion spirituelle est de plus en plus fréquente. Là, j'hallucine sur toutes les réunions qu'on a pu avoir. Il ne peut pas y avoir une parole sans avoir une dimension spirituelle. Alors du coup, puisque vous êtes branchés dans ce domaine-là, et c'est vraiment tout à votre honneur, je trouve ça génial que tout citoyen responsable puisse avoir cette dimension spirituelle. Aurais-tu, je n'ose presque pas te dire ça, mais ça fait un peu bizarre, mais aurais-tu une forme de mantra, de prière, de méditation, quelque chose qui vous identifie, vous, à ce que vous faites ou pas? Alors, avant de partager les mantras, je voudrais juste partager on va dire, la profession de foi d'un candidat qui a été validé par le comité d'organisation de tous citoyens responsables pour la primaire des Françaises et des Français, qui en fait s'adresse aux 39 millions de Français qui sont abstentionnistes et non inscrits. Donc c'est en leur nom, pour les faire revenir aux urnes, que nous nous adressons, ainsi que les 25 millions de Français éveillés, ceux dont on vient de parler, et on s'adresse aux autres, ceux qui doutent, aussi bien ceux qui sont comme Jean-Luc, qui n'écouteront rien jusqu'au dernier moment, peut-être. Donc, ce qui est à partager est la chose suivante. Quand la survie s'impose, tous les peuples de France se rassemblent et disposent de leur destin avec bon sens. Dans la joie et l'harmonie, avec une belle détermination, dans la paix,
c'est notre établi. Nous, président, est notre solution. Il n'y a qu'une race d'humains qui a bien plusieurs ethnies, tous frères et sœurs en main. La France en fera ses épanouis. Le lien fondamental de la sérénité est la confiance qui se mérite pour ne jamais être entamé dans l'amour de nos pépites. Pas de femme providentielle, ni d'homme ou margoulin poussé, mais une nation dans l'éternel qui œuvre la maîtrise de sa destinée. Avec les agoras citoyennes et le référendum des citoyens, la France veut être sereine et décider pour elle son destin. La France bat sa monnaie pour convenir sa richesse par les œuvres du Benet aux pourvoyeurs d'allégresse. Passer ces frontières impose à toute personne curieuse de respecter toutes les proses de sa culture débroussailleuse. Et c'est la grande patrie du rire qui va ouvrir une large voie où chacun va savoir bannir toutes les peurs tuant ses proies. Être des esclaves lobotomisés, elle ne l'acceptera jamais. Le réveil salutaire tant espéré jaillit avec l'amour au palais. Sa puissance bien millénaire, depuis les Celtes et les Vikings, a façonné tout son caractère. La cohérence fait son règne. En fusion avec Gaïa, terre, mer, la nature est toute honorée. Plus jamais de pollution en l'air, et l'eau sera l'or bien aimé. Le changement de paradigme devient une évidence prospère. Tout ce qui était une énigme deviendra lucidité des repères. Pour tous les abstentionnistes, écœurés de se faire manipuler, et les non-inscrits sur les listes, voter va être un devoir sacré. Le monde d'après en France inspirera d'autres patries. L'épanouissement en transe fera chaque jour son paradis. Dans la force d'union et d'espoir, rien ne pourra nous résister. La gratitude est notre savoir et l'engagement notre salubrité. Le bonheur est indispensable à chaque instant présent. Tous citoyens responsables, c'est tous bien nous, présidents. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, et nous ferons tous la fête en frères. Aux urnes, citoyens, pliez vos papillons, votons, votons, qu'un avenir sûr abreuve nos convictions. Pom, pom, pom. Et voilà. Excellent, magnifique, 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 magnifique. Je me rappelle d'une personne, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait dit « Si à l'annonce du mot démocratie tu ris, ne pleure pas le jour où tu voudras sortir de ton lit. Il sera trop tard. » Donc vraiment, merci infiniment pour ton intervention ce soir. Mais attends, il y a le mantra aussi que je dois partager. Ah, tu as un mantra à nous partager. Ah, je suis tout oui. Tout partager. Alors, ce mantra. L'objet du mantra, c'est que pour que ce soit entendu par tous ceux qui sont dans les autres dimensions, il faut le dire à haute voix et 3 fois. Donc, je vais partager avec vous le mantra que nous partageons
chaque jour, tous citoyens responsables, avec tous ceux qui ne le savent pas encore, mais qui le partagent déjà depuis longtemps. Gratitude et reconnaissance infinie à la source amour, force éternelle de tout ce qui est. Gratitude et reconnaissance infinie à la source amour, force éternelle de tout ce qui est. Gratitude et reconnaissance infinie à la source amour, force éternelle de tout ce qui est. Que lumière, amour et puissance restaurent maintenant le plan sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent maintenant le plan sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent maintenant le plan sur la terre. Eh bien, c'est tout simplement incroyable. Ça fait plaisir de voir une démonstration d'une pratique spirituelle, et surtout, je n'ai même pas envie de dire pratique spirituelle, j'ai envie de dire d'une conviction d'amour envers notre univers. C'est juste ça. Je veux dire, jusqu'à présent, très peu ont eu le courage de faire ces démonstrations. Beaucoup de personnes qui ne sont pas encore dans cet alignement de connexion et de compréhension ont malheureusement la peur de passer pour ce qu'ils sont probablement sans l'être, c'est-à-dire des fous. Au final, le fou n'est pas celui qui annonce ce qu'il croit. Le fou, c'est celui qui refuse d'annoncer en quel il veut croire. Et là, pour le coup, j'en suis ravi. Merci Jean-François. Et l'illustration de toute cette prise de conscience, nous l'avons dans ce film magnifique qui s'appelle Le cinquième élément. Au début du film, il y a un satellite qui envoie des missiles dans la boule de feu qui représente le mal, la boule de feu grossit. Et à la fin du film, avec les 4 éléments, le 5e, généré par l'amour, Lilou envoie la lumière. Et la lumière arrête net la boule de feu qui représente le mal. Donc quand on est dans l'amour et dans l'ouverture, ça ne veut pas dire idiot et tout accepté. Hein. Bon ne s'écrit pas avec un C. Hein. L'énergie envoyée est donc complètement différente. Et il faut qu'on passe d'une société que nous vivons, où nous sommes tous des concernés en 2 mots, à une société de concernés en un seul mot, dans la bienveillance, le joie, le partage et l'intelligence collective partagée. Alors, là, nous avons une question de Monsieur Philippe Bedouré qui nous dit « Ne faudrait-il pas aller à la rencontre du peuple pour leur montrer qu'enfin il y a une sortie du cauchemar où chacun aura son rôle à jouer ?» Eh bien, la réponse est dans la question. Chacun s'empare par ses convictions et ce qui est partagé, qu'il découvre ou qu'il crée lui-même, et va en parler autour de lui. Alors quand quelqu'un dit non, tu dis c'est pas facile, mais si quelqu'un est un petit peu curieux et cherche des réponses, c'est dans le partage et de partager les sites, il n'y a pas que le nôtre, et d'aller éveiller pour dire ça bouge, on y va, on prend notre destin en main, c'est parti, et chacun devient le porte-parole de nous, président. Excellent. Merci infiniment. Bien, eh bien écoute, Jean-François, as-tu un dernier mot personnel en dehors de la représentation de tous citoyens responsables à nous dire? Alors, 2 choses. La première, c'est un grand merci et gratitude à tous ceux avec qui j'ai croisé la route, que ce soit ceux qui ont contribué, qui m'ont aidé de différentes manières, y compris ceux qui m'ont appris l'horreur totale par des attitudes que je ne dénoncerai pas tellement la société dans l'état où elle est, il y aurait des gestes de salubrité qui ne seraient que des assassinats dans les jours qui viennent. Et pour d'autres, ce serait d'aller les remercier avec gratitude. Et tout ce chemin, nous savons qu'il est partagé par de plus en plus de personnes que nous rencontrons qui sont des âmes très, très éveillées. Et il n'y a pas de hasard. Tout est une coïncidence et une convergence
de l'univers qui se met en marche. Et nous sommes chaque jour, à chaque instant, de plus en plus nombreux à nous rencontrer, qui que nous soyons, quel que soit notre niveau social, pour nous rassurer sur le fait que tout ce qui est dans l'expression l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. On ne parle que de la forêt on ne parle que des arbres qui tombent, mais la forêt qui pousse, c'est nous. Et on est tous de plus en plus intimement convaincus que nous ne sommes pas seuls et que nous allons être de plus en plus nombreux à pouvoir nous rassembler, que ce soit dans les urnes ou sur les ronds-points ou à l'occasion de manifestations, que ce soit Ève, Lève-toi, ou Réunion Force Vive, ou Table 700, ou avec Louis Fouché, ou avec Martine Vonner, ou avec Richard Boutry, ou avec Pierre Barnérias. Tous ceux qui sont dans cette dynamique, nous sommes de plus en plus nombreux à converger pour dire: nous, présidents, nous prenons notre destin en main dans la paix, la joie et l'harmonie, et tout va bien se passer. Et merci à ceux qui nous ont bousculés et qui ont accéléré cette pandémie et cette horreur totale que nous vivons, parce que grâce à cette accélération, nous sommes en train de nous réveiller et de prendre notre destin en main, et quelque part, sans détailler, c'est ça qu'ils attendent pour nous laisser les clés et qu'on change de paradigme totalement et qu'on soit dans la joie, la paix, l'amour à chaque instant présent. Même s'il y a encore beaucoup de travail, nous avons dans tous les domaines toutes les réponses, qu'elles soient techniques, mécaniques ou que ce soit l'attitude, pour faire en sorte que demain matin, nous soyons dans l'épanouissement exponentiel à chaque instant présent qui arrive, en étant de plus en plus nombreux pour créer une égrégore qui fasse que c'est plus un rêve, c'est plus une utopie, c'est ce que nous vivons concrètement au quotidien d'une manière absolument joyeuse et harmonieuse. Merci infiniment. Vraiment, merci infiniment pour à la fois ton partage, tes explications et ton point de vue. Eh bien, et vive la République et vive la France. Une dernière chose, Sylvain, si tu m'autorises, pour rassurer tout le monde, il y a de nombreuses personnes dans la haute administration qui aujourd'hui est on va dire, au gouvernement, dans les gouvernements, dans les élus qui sont tenus par la laisse pour ne pas parler. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne peuvent pas s'exprimer et qui sont totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit ce soir, même s'ils ne le savent pas encore, et qui vont nous rejoindre au moment opportun. On leur demande rien, mais ils n'attendent que ça, parce que tout seuls dans leur coin, ils sont totalement prisonniers du système, en pleine conscience, même s'il y en a qui sont complices pour continuer. Mais ce que je veux dire, c'est que même ceux qui aujourd'hui sont dans le système, ils attendent qu'une chose, que ce soit dans la justice, dans la police, la gendarmerie, l'armée, que le peuple de France prenne son destin en main pour nous rejoindre officiellement. Aujourd'hui, ils sont coincés. Donc la consigne, c'est pas de guerre civile, on va tout faire pour l'éviter, nous sommes tous complices dans cette démarche. En revanche, l'éveil pour nous rassembler et dire voilà où on va, voilà pourquoi on y va, voilà comment on y va, et rien ne pourra nous arrêter parce qu'on y va dans la joie et l'harmonie et non pas juste dans le pognon. C'est demain, l'argent doit être au service de l'être humain et non plus le contraire, puisqu'on voit que ça nous emmène dans le mur. Avec le respect de tous ceux qui travaillent dans les banques et les assurances, qui malgré tout sont des êtres humains, qui ont un cerveau et qui savent exactement ce qui se passe, mais ils sont dedans. Donc ils n'ont pas le choix. Et merci infiniment. Alors moi, si je devais vous donner un dernier message avant qu'on laisse malheureusement on close ce chapitre d'actes de vérité, c'est en fait de prendre conscience, déjà d'une part, de sa souveraineté personnelle. Pour entrer dans le sens un petit peu de ce qu'a dit ce soir Jean-François Harel sur tous citoyens responsables, c'est de prendre enfin notre propre responsabilité sur les choix du lendemain. Il ne nous appartient qu'à nous de nous positionner. Le pouvoir, en fait, n'existe pas de leur côté. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. La différence, c'est que nous avons toujours cru que la confiance que leur ont donnée, eux, ils nous ont fait croire qu'en leur donnant confiance, on leur donnait du pouvoir. Mais ils ont oublié qu'en fait, c'était une charge. Rappelez-vous, quand vos enfants, vous leur dites « je vous fais confiance » et qu'ils trahissent votre confiance. Là, ils sentent la charge de votre confiance et non pas le pouvoir de votre confiance. Et ça, c'est totalement différent. Donc, à l'heure actuelle, reprenez votre pouvoir, reprenons notre pouvoir. Et le prochain qui aura notre confiance sera doté d'une charge qui pèsera sur ses épaules. Alors, la notion, pardon Sylvain, la notion de pouvoir, la notion de pouvoir personnel est associée au libre arbitre, puisque je suis responsable, c'est moi qui décide pour moi, notamment de ma santé. Et la notion de pouvoir confié à quelqu'un, par rapport à une responsabilité quelle qu'elle soit,
n'impose que des devoirs, non pas un pouvoir, mais un devoir de servir puisqu'il est devenu responsable. Et non pas un pouvoir de domination et d'avoir des moutruches, des moujontruches qui exécutent. Les moujontruches. Donc, ceci, pour moi, est mon dernier mot. Donc, prenez bien conscience de ça. La charge et le devoir, ça, c'est les personnes qu'on aura demain à la tête du pays et non pas ceux qui veulent abuser de nous en pensant avoir du pouvoir sur nous. Je vous remercie en tout cas pour cette soirée à tous. Merci encore Jean-François Harel. Gros bisous Marie-Noël. Gros bisous à tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Marie-Noël, je te laisse la parole. Quoi dire, les amis, c'est l'émotion devant autant de belles paroles et de bienveillance, parce qu'elle se ressent, cette bienveillance, à travers l'écran. Je suis émue. S'il vous plaît, entendez, réécoutez ce live. On a la solution, apparemment, il y a une solution qui nous est proposée. Nous ne pouvons pas la laisser de côté, l'ignorer. Bien au contraire, il va falloir tous œuvrer ensemble et réfléchir pour justement reprendre notre pouvoir de décision. Et je dirais pas que, puisque là, c'est l'opportunité également de reprendre notre représentativité. Et je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est que nous sommes tous capables de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. On n'a plus besoin de gens qui décident pour nous, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête. Ce système, il arrive au bout. De toute façon, on le voit bien tous. Hein. Il faudrait. Bon, allez, pas de jugement. Je me retiens. Restons humbles. Merci en tout cas, merci à toi Jean-François, merci à toi Sylvain. Je peux que m'incliner devant autant de bienveillance et devant un mantra qui était juste magnifique. Et puis un joli poème aussi également qu'on dit très très long. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que tout ça va vous redonner du baume au cœur, de l'espoir. Et puis surtout aussi, le point de mire que je vais mettre en avant, table 700, c'est l'unité, c'est le rassemblement, c'est l'amour de soi, mais aussi l'amour de l'autre. Prendre soin de son prochain, c'est une priorité également pour nous. On ne veut plus rester dans ce système qui aujourd'hui ne fait que de regarder, on va dire, la pauvreté, la défaillance dans toutes ces institutions sans vouloir réellement se positionner. Donc maintenant, tout ça, il faut que ça s'arrête. Voilà. Nous, on est tous pour, je pense, tous aller de nouveau vers quelque chose de sain, un paradigme qui jusqu'à maintenant nous était dit soi-disant utopique. Ben non, il est concrétisé, il se matérialise, il est là. Donc, à nous tous de bien réfléchir, à méditer, s'il vous plaît. Je vous embrasse très fort. Prenez tout soin de vous et à bientôt.